Vous vous attendiez certainement à un épisode sur le néogène. Désolé de vous décevoir, mais comprenez-moi. Lorsque j'ai commencé à écrire l'épisode sur le paléogène, je pensais que ce serait un épisode assez court. Puis les paragraphes s'enchaînaient les uns aux autres et résultat des courses, j'avais de quoi pondre un épisode de 3/4 d'heure. J'ai donc dû de façon arbitraire écourter le script. Bien que ce fût un épisode assez riche en informations, il y a 2-3 trucs que j'ai passés sous silence. Et surtout, il y a quelque chose qui, je pense, méritait d'être approfondi avant de poursuivre. Je veux parler des premiers. Entendez par là les primates. Car, voyez-vous, je pense que je ne les ai pas suffisamment développés. Et comme nous allons bientôt faire connaissance avec les australopithèques, il me semble judicieux de faire un focus sur les primates avant d'aller plus loin. Alors bonjour à toutes et à tous. Nous voilà repartis au paléogène pour un petit supplément d'informations et parler de nos lointains cousins. Je vous ai dit que les angiospermes, les plantes à fleurs, étaient devenus les végétaux les plus répandus. Et qui dit plante à fleurs dit insectes, insectes pollinisateurs. En effet, suite à l'expansion des angiospermes, la population des insectes pollinisateurs a littéralement explosé. Alors, cela n'a l'air de rien, mais dans le processus de la chaîne alimentaire, tout cela n'est pas anodin. Car, par effet boule de neige, plus de fleurs égale plus d'insectes, et plus d'insectes égale plus d'insectivores. Et, outre les petits reptiles qui sont les insectivores les plus nombreux, les mammifères. Et voilà qui me fait une transition toute faite pour arriver là où je veux en venir. Les mammifères, et en particulier les mammifères qui sont à l'origine des primates. Parallèlement aux autres groupes de mammifères, comme par exemple les rongeurs qui vivent sur le sol des forêts, les primates ancestraux ont désormais colonisé les arbres des forêts. Les plus vieux fossiles connus à ce jour et qui seraient semble-t-il de bons candidats pour être des ancêtres probables des placentaires, conditionnels, se nomment Juramaia et Eomaya. Juramaia est un fossile âgé d'un peu plus de 160 millions d'années, du Jurassique. Quant à Eomaya, il est un peu plus jeune, il date du Crétacé. C'est un petit insectivore quadrupède d'une dizaine de centimètres qui déjà évoluait certainement dans les arbres il y a 125 millions d'années. Vers la limite mésozoïque-cénozoïque, il y a 65-66 millions d'années, les premiers protoprimates font leur apparition, à l'image de Purgatorius. Toutefois, il ressemble plus à un opossum qu'à un primate. En fait, c'est un plésiadapiforme, un presque adapiforme, un protoprimate en quelque sorte. C'est en regardant de plus près le fossile qu'on a constaté que ses pattes et ses chevilles relevaient plus du primate que de l'opossum. Pour faire simple, je dirais que ses pattes étaient en cours de mutation pour s'adapter à son environnement arboricole. Avançons de quelques millions d'années vers la fin du Paléocène. Il y a 56 millions d'années pour rencontrer Carpolestes. Celui-ci, tout comme Purgatorius, n'est pas réellement un primate, c'est aussi un plésiadapiforme, une petite bestiole quadrupède arboricole qui a développé les mains aux pouces opposables. Une solution bien pratique pour s'accrocher aux branches et saisir un nouveau type de nourriture, les fruits. Par ailleurs, sa vision insectivore, aux yeux autrefois disposés de part et d'autre du crâne, vient de se placer vers l'avant, lui permettant une vision stéréoscopique en relief, indispensable pour évaluer les distances et sauter de branche en branche. Si ses ancêtres étaient insectivores, désormais dans ce nouvel environnement, sa source de nourriture principale sont les fruits, mûrs de préférence. Jusqu'alors, leur vision ne leur permettait pas de les distinguer des fruits encore verts, mais cela allait changer. Il y a encore quelques millions d'années en arrière, les mammifères, étant des proies potentielles pour dinosaures, ils évoluaient principalement la nuit. Leur vision était donc adaptée à leur activité nocturne, et la couleur ne leur était d'aucune utilité. Cependant, le milieu arboricole est tout autre. Il leur faut s'adapter. Aussi, pour choisir des fruits mûrs, la couleur leur est indispensable. Et pour ce faire, l'anatomie crânienne va évoluer. Si un des plus vieux primates connus est daté de 58 millions d'années, un certain Altiatlasius, découvert au Maroc et identifié seulement par une douzaine de dents. C'est surtout le fossile de Darwinus macillé, de son petit nom Ida, qui va nous en apprendre beaucoup. En effet, ce squelette fossile est complet à 99%.
C'est en Allemagne qu'il fut découvert, en 1983. Et rapidement, il fut affublé du fameux chaînon manquant que les médias affectionnent tant. Il s'agit d'un adapiforme, un primate primitif morphologiquement proche des lémuriens actuels. Il vivait sur les terres européennes voilà de cela 47 millions d'années, durant l'Éocène. Ce fossile exceptionnel nous permet de constater qu'une certaine évolution a déjà eu lieu. Les griffes avaient déjà laissé place à des ongles. Cependant, au niveau de son crâne, on remarque que les orbites sont percées de part en part. Alors que chez les nouveaux venus, les anthropoïdes, une cloison osseuse englobe le globe oculaire, le maintenant fermement dans sa cavité. Cet os nommé septum postorbitaire va permettre plusieurs choses. D'une part, cela va permettre de stabiliser l'œil dans sa cavité, lui procurant ainsi une image nette, notamment durant la mastication, lorsque le muscle temporal est en action. Et d'autre part, cela entraîne l'apparition de la fovea, une zone de la rétine où vont se concentrer les cellules photoréceptrices, les fameux cônes photorécepteurs, leur conférant ainsi une acuité visuelle bien plus précise. Mais l'avancée la plus spectaculaire est l'augmentation du nombre de ces cônes photorécepteurs, responsables de la vision colorimétrique. Jusqu'alors nocturne, la vision de ces petits animaux arboricoles se limitait à la perception du bleu et du vert. Et de ce fait, ils bénéficient d'une troisième couleur, à savoir le rouge. Ainsi, équipés de cette nouvelle technologie, ils sont plus à même de repérer les fruits mûrs. Pour résumer, ces nouvelles modifications morphologiques, une vision améliorée et des pattes au pouce opposable, vont largement contribuer à l'essor de cette lignée. Et en effet, les primates vont se répandre sur l'ensemble des continents, de préférence non loin de l'équateur, dans les régions aux climats tropicaux. Du reste, il se pourrait bien que ce soit cette vision améliorée, leur permettant de distinguer des détails, qui aurait contribué à la communication par expression faciale, que l'on voit encore chez les singes actuels. Quoi qu'il en soit, à partir de là, ça se complique un peu. Alors, détendez-vous, relaxez-vous, et tout comme les primates, allons sur un arbre, phylogénétique celui-là. Le groupe des primates se divise en deux branches. Nous avons d'un côté les strepsirrhiniens, dont font partie les lémuriens ou les galagos, et l'autre embranchement, les aplorhiniens, qui lui-même se divisent pour engendrer les tarsiers, ces adorables petites bestioles aux yeux immenses, et les simiiformes, ou tout simplement les singes. Chez les aplorhiniens, la truffe, le rhinarium, a laissé place au nez, et tous les singes possèdent encore une queue, ce qui ne va pas durer, pour certains. La branche se divise et donne naissance aux platyrrhiniens, qui conservent leur appendice caudal. Il s'agit des singes que l'on trouve en Amérique du Sud, comme les ouistiti ou les capucins, et à la branche des catharrhiniens, qui se divisent pour donner les cercopithèques, c'est eux qui gardent leur queue, c'est les babouins, les macaques, les mandrilles, etc. Et ceux qui perdent leur queue, les hominoïdés, les grands singes quoi. Et c'est en suivant cette lignée que l'on rencontre enfin les australopithèques. Et c'est ce que nous verrons dans un futur épisode. Et bien voilà chers amis pour ce petit supplément dédié à nos ancêtres primates, ce qui nous permet de faire la jonction avec les futurs australopithèques. J'espère que cet épisode vous aura plu, et si tel est le cas, SVP, matraquez le petit pouce vers le haut, partagez, exprimez-vous dans les commentaires, et bien entendu, abonnez-vous. J'ai toujours un très grand plaisir à lire vos commentaires, qui sont généralement élogieux. Je me pose des questions. Un grand merci aux tipeurs, comme d'habitude, pour votre soutien, je vous en remercie infiniment. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, et à la prochaine. Bye bye.